Très ravi de savoir que vous êtes nombreux pour nous suivre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission à l'heure de l'info qui reçoit aujourd'hui M. Jérémy Yave. Il est fédéral du Nouvel Élan au Katanga. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique qui est dominée par le congrès du Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzitu, mais aussi sa candidature qu'il vient de déposer il y a quelques minutes. Avec lui, nous parlerons du retrait de la MONUSCO. Avec lui, nous parlerons de cette déclaration que d'aucuns qualifient d'inopportune du Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI. Et donc, bonjour et bienvenue à ce numéro, Monsieur Jérémy. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à Kinshasa. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est vrai, il fait chaud, alors ça nous renchérit un tout petit peu aussi les nerfs. Je suis content d'être reçu chez vous. C'est un profond honneur que vous m'accordez. Je suis intéressé aussi par le fait de discuter des affaires de la République. Merci de l'invitation. Ok, vous venez du Haut-Katanga. Vous êtes venu prendre part au congrès. Évidemment. Qui s'est achevé hier. Et aujourd'hui, vous avez accompagné votre leader, Adolphe Muzitu, pour les dépôts de sa candidature à la présidentielle du 20 décembre 2023. Absolument. Alors dites-nous, pendant les congrès, qu'est-ce qui a été l'objet du congrès? Seulement la candidature d'Adolphe Muzitu ou la rédaction aussi de son programme du gouvernement? Merci beaucoup. Je pense que premièrement, nous sommes en train de saluer la manière de faire de Nouvel Élan, d'ailleurs à partir de la province, parce que le fait d'organiser ce congrès extraordinaire qui a connu la participation, l'inclusivité des différentes représentations du parti en province, c'est un jeu démocratique important, c'est une exemplarisation qui prouve que même quand nous serons aux affaires, nous serons toujours démocrates. Parce que premièrement, il faut d'abord mettre de l'ordre dans sa propre maison avant d'aspirer à le faire sur l'étendue du territoire national. On l'a fait par le truchement de ce congrès extraordinaire qui portait en soi 3 points phares. Le premier point, il fallait restructurer le parti, élire le président du parti, d'abord au niveau de Nouvel Élan, et on l'a fait par renchérissement du jeu démocratique. Il y avait 5 candidats à la présidence du parti Nouvel Élan, y compris Excellence Adolphe Muzitu, et tous les candidats ont déposé leur candidature auprès de la commission du congrès. Êtes-vous sûr que vous l'avez Ce n'était pas une cooptation. Moi, j'ai été proposé comme candidat président. J'ai, en toute démocratie, dit que je vis sur le Lubumbashi. J'ai des objectifs avec Nouvel Élan au niveau de la province, mais la proposition m'avait été faite également. La proposition avait été faite également par le président de la Ligue des Jeunes, Monsieur Joël Yoloko Lopez, et qui aussi pour des raisons aussi politiques a désisté. Mais il y a eu d'autres jeunes qui se sont présentés, d'autres vieux également. Ils étaient 4, y compris Excellence Adolphe Muzitu 5, comme candidats à la présidence du parti. Tout le monde a déposé sa candidature, tout le monde a eu un temps de défendre sa vision pour le parti. Et quand on est passé à la votation, c'est Excellence Adolphe Muzitu qui a été élu démocratiquement président au sein du parti. Ça, c'était le premier point qui atteste que nous sommes démocrates et qui atteste aussi qu'il y a la liberté au niveau de Nouvel Élan. Au-delà de ça, je m'excuse de le dire, contrairement à des partis personnifiés ou personnalisés, nous sommes en train de nous y mettre avec les principes républicains. Le deuxième point qui était important, c'est celui de la présentation de Adolphe Muzitu comme candidat président de la République. Et à ce niveau-là, il y avait d'autres personnes qui avaient exprimé leurs ambitions de postuler à la présidence pour le compte du Nouvel Élan. Pour le compte du Nouvel Élan. Et d'ailleurs, des messages nous avaient été transmis même en province. Un mois avant. C'est que quiconque voudrait se présenter candidat président de la République, il doit nous rejoindre au Congrès. Du 28 au 27. C'est pas une sorte de maquillage, ça. Est-ce que non, excusez-moi de le dire. Il y avait de la transparence dans le choix des candidats. Vous savez, quand il n'y a pas ce jeu démocratique, on crée à la dictature. Quand il y a ce jeu démocratique, on crie au maquillage. Je vais le dire. Donc, ce n'est pas un. Nous sommes des exemplaires. Notre opposition est républicaine. Nous y allons avec des contre-propositions. C'est que cela se passe même au niveau du parti. J'avais été notifié de ce que, si en province, vous avez les candidats présidents de la République, qu'ils commencent à échafauder leur offre politique et qu'ils se présentent au Congrès, on va devoir confronter les offres politiques et on va passer par la votation.
ce qui était le cas. Deuxième point phare du Congrès, et à ce niveau-là aussi, Adolphe Mouzito a été élu au niveau du parti comme candidat président de la République pour le scrutin de décembre 2023. Pourquoi? Parce que son offre politique était en train de répondre les vrais problèmes de la société. Son offre politique était en train de répondre à la demande politique. Vous savez, la politique a déjà changé, la politique a évolué. Il y a d'abord une demande politique. Alors là, nous allons... Le troisième point, je m'excuse de le dire, le troisième point, c'est celui du dépôt de la candidature, et nous l'avons fait aujourd'hui. Alors, vous l'avez fait aujourd'hui, Mouzito est parti déposer sa candidature. Aujourd'hui, avec quelle politique publique que Mouzito compte, sur laquelle Mouzito compte pour sortir le pays de ses gouffres? Évidemment, alors il y a 25 politiques publiques proposées. Donc 25 politiques publiques. 25 politiques publiques, je pense 25 piliers pour proposer, pour arriver à solutionner les problèmes de la République. C'est comme je vous ai dit d'entame, il y a eu un diagnostic qui a été fait. Une examination de la situation sociale, politique, culturelle, économique de la République démocratique du Congo. Et sur fond de ce diagnostic, des solutions ont été proposées. La RDC est malade. La RDC, c'est comme un patient qui se présente devant un médecin. Le médecin ne doit pas tout de suite commencer à prescrire. Il doit faire des examens approfondis. Et je pense naturellement, ce médecin qui doit faire des examens approfondis doit en avoir l'expérience. Ce qui signifie déjà que Adolphe Mouzito, avant qu'il ne présente les 25 politiques publiques, il en a l'expérience de la République. Le malheur avec vous est qu'il a déjà été aux affaires. C'est ça le problème. Je ne voudrais pas vous sentir pessimiste, excusez-moi. Il a déjà été aux affaires, c'est ça le problème. Alors, maintenant, il revient avec des nouvelles politiques publiques pour redresser le pays. Je vous en prie. Sachant qu'il a déjà été aux affaires. Vous ne pensez pas que ce n'est pas une tache d'huile? Non, ce n'est pas une tache d'huile. Nous devons être dans la politique d'alternance, premièrement. Nous devons lutter contre l'arrivisme. Il faut le carriérisme politique. C'est très important. C'est-à-dire, naturellement, vous devez d'abord gérer une petite entité. Par exemple, vous gérez un petit quartier, une commune, une ville, une province, un ministère au niveau national, pour, par exemple, être président de la République. Parce que, d'une part, tout ce que nous constatons aussi comme bavure actuelle, c'est aussi lié au manque de carriérisme politique. Il faut exercer. Il faut exercer, il faut animer les institutions publiques pour savoir comment ça fonctionne. C'est toute une école. Le fait de militer dans un parti politique ne fait pas de vous un bon ministre. Je vous parlais avant d'entrer ici, d'ailleurs je passais pour féliciter M. Christian Bossel. Il fut d'abord journaliste. Absolument. Vous voyez, Absolument. Il a eu à monter des étapes. La vie, c'est des étapes. Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, l'expérience de Mouzito est un gros avantage. Nous n'avons pas besoin des présidents de la République arrivistes. Vous devez présenter un bilan, vous devez présenter un palmarès. Qui êtes-vous? C'est quoi votre curriculum vitae? Je pense que même si Congo Buzz recevait un journaliste, aussi débutant, on ne va pas lui confier à l'heure de l'info. Parce qu'on va se dire, il n'a pas d'expérience. Mais vous, grâce à votre expérience, même si vous puissiez passer de Congo Buzz à une autre chaîne, ce que vous avez fait à Congo Buzz va vous caricaturer positivement et va renchérir votre crédibilité. Donc je pense que le fait qu'Adolphe Mouzito a géré la République, il est crédible. Pourquoi? Parce qu'à son époque, entre mars 2008 et octobre 2012, Adolphe Mouzito a apporté beaucoup d'innovations. Il a trouvé les budgets à 800 millions de dollars américains. Il a amené à 3,5 milliards de dollars. Donc avec une augmentation en crédit budgétaire de 2,7 milliards de dollars américains. Il a trouvé le salaire du médecin à 100 dollars. Il a laissé à 500 dollars. Il a trouvé le salaire du professeur parce qu'il a compris que nous devons accorder beaucoup de crédit, beaucoup de considération à l'instruction. Parce qu'une nation non instruite, excusez-moi, est vouée à l'échec. Le monde aujourd'hui, il est en concurrence interdiplomatique, interétatique. C'est que naturellement, la nation doit avoir de l'instruction pour que ses citoyens soient des citoyens du monde. Je m'excuse de la redondance. Alors, le professeur touchait 500 dollars, il a amené à 2000 dollars. Le magistrat, parce qu'il nous faut une justice équitable. Même quand on parle de l'état de droit, aussi longtemps que le magistrat n'est pas bien payé, il va devoir tronquer la loi, sa posture. Il va devoir accepter l'inféodation de la justice à la politique. Et Adolphe Mouzito, entre 2008 et 2012, il a laissé les salaires du magistrat 1000 dollars, qu'il a trouvé à 500 dollars. Et imaginez-vous, ce qui est beau, c'est le fait que, vous allez voir, dans le point 15 des 25 politiques publiques, j'ai parlé du fait qu'il est amélioré, mais il propose, dans le point 15, l'amélioration des salaires de 2 points. Enseignants. Vous voyez?
de l'enseignant. Dernièrement, l'enseignant a été payé à 178 000 francs en 2018. Et en 2023, il est à 411 402 000 francs. C'est une amélioration, bien sûr, mais vu qu'il y a détérioration monétaire, 100 $ en 2018 valait 210 000 francs. Et vous savez, à l'époque même, 100 $ pour 90 000. Il a maintenu la monnaie étrangère par rapport à sa concurrence de la monnaie locale, parce qu'à son époque, il avait même diversifié, dans une certaine posture, l'économie nationale. Il a redonné de la valeur à la devise locale, qui est le franc congolais. Je ferme la parenthèse. C'est que malgré qu'il a amélioré cela, il revient dans ses 20 politiques publiques pour surenchérir. Pourquoi? On discute avec Excellence Adolphe Muzito, il dit « J'ai géré la République, j'ai apporté ce que je devais apporter, mais je suis prêt à rendre des comptes. » Il est parmi les rares hommes politiques qui acceptent de rendre des comptes. Il dit même que nous avons commis des erreurs, mais nous sommes prêts à répondre de nos actes et à parfaire l'action publique. Et la perfection est au point 15. Améliorer le salaire des enseignants, des professeurs. Vous voyez qu'il avait amélioré, il veut améliorer davantage. Des magistrats, je l'ai dit, et des médecins. C'est que ça, c'est le point 15 des 25 politiques publiques. De ce point de vue, parce que je réponds à votre question, l'expérience est très importante dans tout ce que nous faisons dans la vie. Pourquoi est-ce que même, je m'excuse parce que nous sommes à la télé, pourquoi dans le mariage on a besoin des parrains? Je prends des exemples très basiques. Donc je vais de la politique élitiste à des exemples abécédaires pour qu'on se comprenne. Pourquoi est-ce que dans tout ce que l'on fait, il nous faut des parrains? Parce qu'ils savent que pour éviter des erreurs, il faut un éclaireur. Alors de ce point de vue, Adolphe Muzito, le fait qu'il a géré la République, ce n'est en rien un désavantage. Par contre, c'est un avantage important parce que la République a besoin de gens qui ont de l'expérience. Et nous, en Nouvel Élan, excusez-moi de cet aveu, ce n'est pas une apologie, mais moi je me sens à l'école quand je suis en Nouvel Élan. Alors vous dites que Adolphe Muzito a triplé le budget national lors de son discours. D'accord. Pendant les congrès. Adolphe Muzito a félicité le gouvernement actuel pour avoir triplé le budget. Absolument. Et d'aucuns pensent qu'il travaillerait déjà avec le pouvoir en place, raison pour laquelle il est venu déposer sa candidature parce qu'il ne voulait pas adhérer dans l'Union sacrée. Maintenant, il veut, à l'issue de ces élections, aller dans l'Union sacrée. Est-ce que vous confirmez cette thèse ou vous l'infirmez? Nous évitons tout ce qui est bruit de couloir en politique. En politique, il y a beaucoup de racontards. Raison pour laquelle la politique exige la lucidité, la tempérance, la sérénité. En politique, il y a beaucoup d'émotions. Et en tant qu'homme d'État, si on veut gérer la République sur fond des émotions, des rumeurs, on va poser les actions désaxées. Alors, ce qui signifie, ça peut se raconter, mais où est la factualité de tout ce qui se raconte? Je pense que vous le dites souvent en journalisme, les faits sont sacrés. Alors, on va rester dans des spéculations, je ne pense pas. C'est que pour tous ceux-là qui pensent qu'il y a une politique nocturne entre Adolphe Muzito et l'Union sacrée, il faut en brandir des preuves patentes. Pourquoi? Nous sommes dans la politique du futur. Nous avons compris les évidences. Ce n'est pas par fatuité que je dis cela. C'est que naturellement, nous avons compris qu'il faut transcender l'aigreur politicienne qui amène l'opposition à noircir tout ce que fait la majorité au pouvoir. Regardez, c'est comme une récitation. Quand les kabylistes pères sont arrivés, Mobutu n'a rien fait. Quand les kabylistes fils sont arrivés, bon, Kabila c'était qu'une transition, mais il n'a rien fait. Quand les Tshisekedi sont arrivés, Kabila pendant 18 ans, il n'a rien fait. Je m'excuse. Côtoyons la lucidité. Soyons impartiaux. Il faut faire preuve d'un peu de franchise, de moralité politique, d'un peu d'intelligence politique. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'opposition qu'on va noircir l'action gouvernementale qui même profite au peuple congolais. J'ai été déçu personnellement, j'ai votre question à l'esprit, mais j'y vais par des bonnes passerelles. J'ai été déçu de voir un acteur politique de l'opposition cracher sur la gratuité de l'enseignement. Il faut nuancer les évidences. Il y a une différence entre la gratuité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement. C'est que nous devons d'abord appuyer la gratuité parce que c'est près de 6 millions d'enfants qui ont regagné l'école grâce à l'action gouvernementale. Mais excusez-moi de le dire, que l'on soit de l'Union sacrée de l'opposition, ce sont des citoyens congolais. Il faut nuancer les évidences. Raison pour laquelle Adolphe Muzito a félicité le gouvernement qui a triplé le crédit budgétaire ou le budget de l'État. Parce que sous peu, ça sera la financière, c'est avec que ça passe au niveau de l'État. Est-ce que l'on peut être opposant et commencer à féliciter ceux qui sont au pouvoir pour avoir fait quelque chose de bon? Et c'est possible. Excusez-moi. Dans le contexte congolais, c'est possible. Ah, voilà la question qui est posée. Dans le contexte congolais. Dans le contexte congolais, on ne va pas cracher sur le contexte congolais. Le contexte congolais, il est évolutif maintenant. Okay. Vous savez, l'échec de l'UDPS, dans certains domaines du programme d'action,
Le programme d'action qui a 343 actions prévues, 17 piliers, 66 axes. Dans ce programme, il y a des points qui ont réussi et des points qui ont échoué. Mais dire que tout a échoué, vous n'êtes pas analyste politique, vous n'êtes pas homme d'État. Et un homme d'État, il a de la moralité, il a de la franchise. Scientifiquement parlant, on parle de l'honnêteté scientifique. Ce qui signifie que même si vous êtes en face d'un adversaire, reconnaissez au moins ses mérites. Ça ne vous aligne pas, ça ne vous réduit pas. C'est à ce titre-là que, quand nous constatons que l'action gouvernementale profite à la nation congolaise, nous félicitons. Et quand nous sentons qu'il y a une action qui ne profite pas à la nation, nous fustigeons. Nous avons félicité la levée de l'embargo. Mais attendez, on lève l'embargo. L'armée congolaise doit être équipée. Est-ce que, parce que nous sommes de l'opposition, nous allons dire, cette action, on n'en a rien à foutre, excusez-moi de le dire, c'est de la mauvaise foi. La situation de la pacification de l'Est concerne et l'opposition, et la majorité, et la société civile. Nous sommes dans la politique de la transcendance, à nouvel élan. Nous sommes dans une école politique. Et je vous assure, mon cher ami, cette politique sera cernée par la politique congolaise autour de 2050. Nous sommes futuristes. Nous avons compris que ce n'est pas parce qu'on est à l'opposition qu'on est meilleur que les autres. D'ailleurs, pour chuter en beauté, nous avons exemplarisé cela avec l'UDPS. Ah, parce que quand nous avons cité l'UDPS, je pense que c'est une preuve que nous ne sommes pas sous-traités. Nous avons dit, l'opposition ne nous pense pilate pas. L'opposition ne nous justifie pas. L'opposition ne nous angélise pas. Ensemble a été au pouvoir. Ensemble est à l'opposition. Nouvel Élan a été au pouvoir. Nouvel Élan à l'opposition. L'UDPS a été tant 7 ans dans la remontrance. L'UDPS, tant 7 ans, a été donneur des leçons. Mais aujourd'hui, la situation dans une certaine posture est cataclysmique. C'est ce qui prouve que ce n'est pas parce que vous êtes opposant que vous allez mieux faire. Il faut concerner ces choses. Pour les autres franges politiques, ça prendra du temps. Mais je pense qu'on ne va pas dire qu'on est précurseur de cette évidence-là. La politique congolaise doit évoluer et nous faisons partie des pères de l'évolution de la politique congolaise. Alors, déposer sa candidature est une chose, être élu en est une autre. D'accord. Alors, êtes-vous sûr que Adolphe Mouzitou sera élu président de la République? D'autant plus que la sociologie électorale de notre pays est ethno-tribale. Il faut avoir beaucoup de gens, évidemment, de plusieurs provinces, évidemment, de plusieurs tribus. C'est vrai, c'est une mauvaise chose, on les condamne, mais c'est ça la réalité. Il faut avoir beaucoup de gens des différentes tribus pour espérer être élu. Adolphe Mouzitou sera-t-il élu? Parce qu'on sait que scientifiquement, intellectuellement, évidemment, il est bien assis, il peut, n'est-ce pas, il peut être voté par rapport à ça. Mais l'ancrage sociologique, l'ancrage politique, est-ce que ça va pas fonctionner en son défaveur? Merci beaucoup. C'est une question importante qui me coûterait en temps, mais je serai laconique. Nouvel Élan est né en 2019. 2018, 2019, parce qu'il fallait qu'on attende. Nous sommes en 2023, mais pour ce qui est des candidats députés nationaux, par la stratégie politique, par les truchements des mandats, Nouvel Élan, par les truchements de mandats, c'est la stratégie politique, et les seuls partis politiques, que ce soit à l'opposition ou à la majorité, a aligné 716 candidats députés nationaux. Nous avons même dépassé le seuil. Aucun parti politique, j'insiste, que ce soit de la majorité ni de l'opposition, n'a eu à faire cela. C'est une preuve d'ancrage. C'est une preuve de représentativité. Au lieu de 500, nous avons fait plus de... On dit hormis son grand bandundou. D'accord. Non, mais quand je vous parle de la représentativité, c'est qu'elle est nationalisée. La loi électorale a été tissée avec une certaine intelligence pour que les partis mallettes, les partis d'opportunité, se greffent à des regroupements politiques pour atteindre la représentativité. C'est que si vous alignez 300 candidats par rapport à la loi électorale, c'est que sur toute l'étendue, vous avez une représentation de 300 sur le 2 300 000 km² dans les 26 provinces de la République. Vous voyez, c'est que de ce point de vue, avec ce nombre-là des candidats députés, ça prouve de manière patente, les faits sont sacrés, que Nouvel Élan a de l'ancrage. Nous sommes le seul parti politique qui compte sur toute l'étendue de la République. Ce n'est pas de la fatuité, vous êtes journaliste d'investigation. S'il y a une menterie dans ce que je dis, vous allez me contredire. Nous avons 66 sièges, sur toutes les 66 sièges. 66 maisons d'échange, des questions politiques. Nous, dans le Haut-Katanga, nous en avons 8. Je m'excuse de le dire, nous ne sommes pas locataires. Nouvel Élan a un patrimoine propre. Et là, à Lubumbashi précisément, nous en avons 4, où il y a des jeunes, des vieux, des gauches et des droites,
qui accourent vers Nouvel Élan pour discuter des questions de la République. Nous sommes dans les Sankourou, nous sommes à Maïndomé, nous sommes partout, Nouvel Élan. Sur les 26 provinces, nous en avons 66 sièges du parti. Au-delà de ça, parce qu'on parle de l'ancrage, par rapport à l'offre politique que nous présentons, nous sommes le seul parti politique. Aujourd'hui, nous avons déposé une candidature pour le compte de la présidentielle 2023 à présenter d'abord une offre politique. Et puis, ces 25 politiques publiques ne sont pas encore étayées. C'est tout un livre, c'est tout un ouvrage. Excusez-moi de le dire, la politique, à sa sommité, elle est élitiste. La politique exige une exégèse coriace. Les hommes d'État doivent faire preuve d'intelligence. Les hommes d'État doivent discuter des questions liées à l'économie, partir de l'économie à la défense, de la défense à l'éducation, à la technologie. Un homme d'État doit être en mesure de mettre sur table des tels débats et d'avoir des éléments à propos. Parce que si vous êtes président de la République, vous devez défendre les intérêts de la République face à Emmanuel Macron. Excusez-moi de le dire, ce n'est pas n'importe qui. Et à ce propos, nous avons félicité le président de la République par rapport à sa pugnacité lors de la dernière conférence de presse avec le président français Macron, où il a fait voir des évidences. Et l'Afrique, généralement, et précisément la RDC, a été respectée. Nous nuançons les évidences. Quand vous êtes président de la République, vous allez faire face à Vladimir Poutine. Excusez-moi, mais il ne faut pas avoir un cerveau creux. Vous avez un cabinet, mais je m'excuse de le dire. Vous devez d'abord, vous, être intelligent, parce que c'est vous, d'abord, le premier répondant. C'est que, vous avez dit par rapport à la science, la politique a besoin aussi, surtout à sa sommité. Je précise. Nous avons besoin d'ancrage, il nous faut toutes les couches, il ne faut pas de clivage. Le Congo est grand, M. Jérémy, il faut avoir des alliés, n'est-ce pas, qui pèsent, il faut avoir des grosses pointures pour faire face à l'Union sacrée qui en son sein, a Vital Kamerhe, Bemba, Bahati Lukwebo, ce sont des grosses pointures, des grosses machines. Comment comptez-vous les bousculer? Moi, je pense premièrement, grosse machine, grosse pointure, c'est par rapport à l'offre politique. On ne va pas être dans la géopolitique. Elle va se mourir d'ici peu. Le Congo est un. Les élections sociologiques, à un certain niveau tribaliste, communautarisé, sont en train de se mourir. Le Congo est un. Vous voyez, nous sommes pour la cohésion nationale. Quand vous parlez des grosses pointures, je voudrais bien que ça soit la grosseur de cette pointure, qu'elle soit liée à l'offre politique. Nous avons proposé 25 politiques publiques de manière patente. Que l'Union sacrée, je m'excuse de le dire, nous présente son offre politique aussi. Parce que le peuple a une demande politique. Le peuple attend le solutionnement de ses problèmes. Alors, vous avez parlé des grosses pointures, je pense. Et aussi, nous avons une jurisprudence. Le président de la République, sénateur à vie, président honoraire, sénateur à vie Kabila, a dirigé cette République pendant 18 ans. Mais qui ne pouvait pas reculer devant le Front commun pour le Congo? Le Front commun pour le Congo portait en son sein les grandes figures des poux de la politique congolaise. Quand nous fûmes à Genève, qui pouvait croire en Félix Tshisekedi? Excusez-moi de le dire. Quand il a été à Nairobi, d'ailleurs à ce niveau on a dit encore l'opposition, voilà, elle se fragilise encore. Quand on est parti de Genève à Nairobi. Mais cette jurisprudence nous prouve que ce n'est pas une question d'avoir des supposément grosses pointures. C'est le peuple qui sanctionne. Emmanuel Ramazani Sadari, c'était le dauphin. Nous avons assisté à des scandales financiers. On a compris que le FCC avait mis du paquet en dehors des figures d'époux que le FCC présentait. Mais parce que le peuple en avait décidé autrement, le pouvoir a basculé. La situation était chaotique. Tout le monde était ahuri. Ce qui signifie au fond, on ne va pas se leurrer que l'Union sacrée est unie. Non, c'est le peuple qui sanctionne. Et d'ailleurs, le fait de penser que l'Union sacrée évolue en union, l'opposition est fragilisée, les élections vont porter à l'Union sacrée, ça prouve que ce n'est pas le peuple qui décide. Que l'Union sacrée soit unie ou pas, l'opposition unie ou pas, c'est le souverain primaire qui décide du sort des élections. Bilan, pas bilan, c'est le souverain primaire. C'est que nous, à Nouvel Élan, nous ne sommes pas inquiétés de ce que l'Union sacrée, l'opposition, seulement nous sommes inquiets de la demande politique du peuple. Parce que c'est le peuple qui va nous sanctionner et au peuple, nous offrons notre politique. Alors, une autre question, M. Jérémy. Martin Fayoulou avait appelé, avait demandé à ses partisans, aux gens de son parti de ne pas postuler aux législatives provinciales et
et nationale. Le FCC de Joseph Kabila a dit non à ces processus parce que d'après lui, il estime qu'il est entaché, n'est-ce pas, de beaucoup d'irrégularités. Alors vous qui êtes parti, qu'est-ce qui vous rassure que ces processus sera, n'est-ce pas, bon et qu'il n'y aura pas de trichement et qu'il n'y aura pas d'irrégularité et que tout sera fait de manière orthodoxe. J'apprécie la lucidité de vos questions, sincèrement. Vous posez des très bonnes questions, c'est seulement le temps qui fait défaut. D'accord, allez-y. Premièrement, un processus électoral qui fait unanimité, ça n'existe pas. Que ce soit aux États-Unis, en France, ça n'existe pas. Nous sommes à notre 4e cycle électoral. La France, par rapport à 1789, a plus de 330 ans d'autonomie. Nous sommes dans la soixantaine. C'est que qu'on le veuille ou pas, inclusivité ou pas, participativité ou pas, nous avons à apprendre. C'est le naturel. C'est que Congo Buzz a été... La raison pour laquelle on dit que vous roulez pour Félix Tshisekedi. Nous sommes... Visiblement, vous voyez que... Excusez-moi. Le processus est biaisé. Excusez-moi. Mais vous l'encouragez et vous y allez. Excusez-moi. Nous allons dans les évidences. Okay. Les évidences sont sacrées. Ce qu'a été Congo Buzz en janvier, ce n'est pas ce qu'il est. Absolument. Congo Buzz a évolué. Absolument. Lié au naturel. C'est que par rapport au processus électoral, les élections de 2006 ont été contraires de 2011. Celles de 2011 ont connu une évolution. Raison pour laquelle on a eu à réviser, on l'a fait dernièrement, et la loi électorale et la loi portant au fonctionnement de la CENI. On adapte par rapport à l'évolution, par rapport aux évidences. Les élections de 2011 ont été différentes de celles de 2018. Okay. Parce qu'en 2011, il y avait pérennisation du pouvoir, mais en 2018, on a connu l'alternance pacifique. Les élections de 2018 seront différentes de celles de 2018. Qu'on le veuille ou pas, c'est que nous sommes dans l'évolution naturelle. C'est ça que je disais naturellement. Qu'on ne va pas se comparer aux grandes démocraties, on ne va pas rêver. Nous évoluons à notre posture, selon notre sphère politique par rapport aux évidences. En France, les pro-Le Pen ont contesté les élections de Macron. Et donc, irrégularité ou pas, vous allez aux élections. Non, je vais vers la question. Nous sommes dans ce qu'on appelle la paradoxalité politique. C'est-à-dire il ne faut pas phagocyter les mots ici. Non. Je vais éviter les gros mots, je les explique. Parce que la politique, elle est aussi élitiste, mais elle doit aussi s'adapter. Absolument. Bon, après tout, Congo Buzz suivi en France et partout d'ailleurs. Okay. Ce qui signifie la paradoxalité politique, vous constatez des irrégularités, vous les dénoncez, mais au nom de la paradoxalité politique, vous vous alignez parce que la votation est un droit viscéral. On ne peut pas interdire au peuple la sanction de l'action gouvernementale. Et Nouvel-Élan ne peut pas s'interdire la sanction de l'action gouvernementale. Quelle que soit la raison qu'on peut apporter, Nouvel-Élan doit sanctionner l'action gouvernementale et la sanction passe par les élections. Nous sommes stupéfaits, mais c'est au nom de la démocratie, qu'on voit les partis politiques dire au peuple, n'allez pas voter. Mais attendez, c'est de l'aliénation. Le peuple doit sanctionner. Alors, l'action gouvernementale n'était pas bonne, laissez au peuple la sanction. D'ailleurs, ce qui signifie que ce sont ceux-là qui ne sont pas embarqués dans les processus qui sont sous-traités par l'Union sacrée. Nous devons demander au peuple d'aller sanctionner l'action de l'Union sacrée. Mais on a inversé la pyramide. Mais quand il y a des gens qui disent, n'allez pas voter, c'est que laissez le système tel qu'il est. Mais quand il y a ceux-là qui disent, nous constatons que Arushuru, ça c'est notre plan de sortie de crise, hein. Nous constatons que Arushuru, Masisi et Kwamut, on a attribué 16 sièges alors qu'il n'y a pas eu d'opération d'enrôlement. La loi portant répartition de sièges, s'assied sur le fichier électoral. Le fichier électoral a connu des irrégularités dans les 3 territoires. Entre 2018 et 2023, il y a eu près de 6 500 000 déplacés dans la partie centrale de la République. Mais dans ces 3 territoires, on a compté 16 sièges. On n'a pas crié, on a démontré combien la CENI a fraudé à ce niveau-là. Et combien le Parlement a versé dans le forcing. Nous avons démontré cela à Nouvel-Élan, nous avons adressé une lettre ouverte au président sur base du Parlement. Cependant, nous avons compris, c'est ça la paradoxalité, c'est que vous posez un acte et son contraire. C'est que nous disons qu'il y a des irrégularités dans la processus électorale. Il n'y a pas d'inclusivité. Nous avons été avec M. Denis Kadima. On lui a dit, droit dans les yeux, avec beaucoup de respect, que le processus n'est pas inclusif. Et nous l'avons démontré. Nous avons démontré que sur les 15 constituants, aucun membre de l'opposition n'a le mandat de son parti politique, ni de son regroupement. Jeter les noms pour éviter les sensibilités. Qui reconnaît qu'il a été mandaté à la CENI. C'est le bicéphalisme. C'est que pour chuter en beauté, nous, à Nouvel-Élan, par rapport à la question que vous avez posée, nous sommes en train de nuancer les évidences
La question était liée à Martin Fayulu. Nous avons beaucoup de respect pour lui. Parce que j'ai dit, la question elle était vaste. Alors, les revendications du FCC et de Martin Fayulu ne sont-elles pas légitimes d'après vous? Parce que le FCC accuse le pouvoir actuel, n'est-ce pas, d'avoir une même mise sur la Cour constitutionnelle et sur le bureau de la CENI. Est-ce que ces revendications ne sont-elles pas légitimes à vos yeux? Ces revendications sont contextuelles. Ces revendications reposent sur de l'émotionnalité politique. Ah, mais comment ça? De l'opacité. Comment ça? L'action gouvernementale est sanctionnée par le peuple. Vous savez, si le peuple se lève, même la Cour constitutionnelle ne peut rien faire. Mais quand déjà vous faites confiance à la Cour constitutionnelle en disant que, attention, la Cour constitutionnelle est inféodée à la présidence. Mais attendez, qui décide du destin du pays? C'est le peuple. On ne va pas fuir le débat. Que le pouvoir en place est la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les cours et tribunaux, les parlements au niveau de la province. On a vu ça avec le FCC. Ça n'a rien à voir. C'est une machination politique. C'est le peuple qui décide. Et quand le peuple décide, la Cour constitutionnelle a prononcé Félix Tshisekedi comme président de la République. La Cour. Et il y avait des signaux selon lesquels, attention, la Cour constitutionnelle appartient à Kabila. Ça se disait. Mais la même Cour a reconnu. Pourquoi? Parce que le peuple a décidé autrement. Pour Fayulu, c'est un partenaire politique pour lequel nous avons beaucoup de respect. Mais je pense que sa versatilité nous angélise, nous donne raison. Parce qu'il nous accusait que nous étions dans la politique nocturne. On dit même qu'il préparerait sa candidature en sourdine. Voyez-vous, nous avons été lâchés jusqu'à Tchango, on m'a présenté, qui a eu des amis de l'ECD qui disaient, mais non, mais vous allez dans le processus électoral, vous êtes sous-traité. Mais aujourd'hui, c'est Fayulu, excusez-moi de le dire, qui veut aussi s'aligner. Nous avons la lucidité. Un homme politique doit avoir la prévisibilité des actions. Nous avons la lecture du futur. Et aujourd'hui, l'ECD est en train de suivre nos pas, mais avec retard. Alors, le soir, on ne dit pas bonjour. Le matin, on ne dit pas bonsoir. Nous sommes dans le temps. D'accord. Tout à l'heure, vous avez fait allusion aux résultats des élections de 2018. Aujourd'hui, Corneille Nangaa revient à la manœuvre pour dire qu'il y a eu un accord entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur, l'accord qu'ils ont qualifié d'un accord pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Corneille Nangaa accuse le président de la République de mentir, n'est-ce pas, à l'opinion, parce que le président, en marge de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, avait déclaré devant la diaspora américaine et la presse qu'il était approché par les caciques du FCC pour qu'on lui propose le poste de Premier ministre et qu'il avait refusé. Et selon lui, il était déjà président de la République. Il était déjà président de la République. Corneille Nangaa a dit que le président a menti. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai beaucoup de respect pour beaucoup d'égards pour M. Corneille. D'abord, au regard des responsabilités qu'il a exercées. Animer la centrale électorale fait preuve de beaucoup d'élégance, beaucoup de délicatesse. Mais moi, je pense, je ne le juge pas. Mais au président de la République, on ne dit pas qu'il a menti en public. Je m'excuse, c'est de l'indélicatesse. Et en tant qu'homme d'État, nous devons avoir un langage approprié. C'est très important. Le respect, la moralisation de la communication politique. Je pense que ça pourrait manquer à certains hommes politiques. Le président de la République, devant la presse new-yorkaise... Est-ce qu'il était opportun pour le président de la République de livrer ce genre de secrets? C'était une question posée. Bourde, pas bourde, il l'a fait en dehors de la République. Bon, il y avait... Excusez-moi, on doit être aussi réaliste. La politique a des dessous des cartes. C'est peut-être la communication qui exige beaucoup de dextérité, de subtilité même. Mais ce qui est vrai, que ce soit la politique, on a parlé de compromis à l'africaine, à un moment, de compromis aussi à l'européenne, parce que le président... Ce qui signifie que la politique a des dessous des cartes. Cet accord pour la stabilité de la République, je m'excuse de le dire, c'est parce que la situation a été divulguée, mais elle n'a rien d'immoral. Elle n'a rien de déviant. Il n'a rien, c'est un accord. Il n'a rien d'immoral. Il n'a rien de déviant. Pourquoi? Nous sommes dans un contexte congolaisement africain. Les Africains sont habitués à la royauté. Nous venons de danser Saka Yonsa pendant 32 ans. Les Africains ne sont pas habitués à l'alternance. L'alternance, c'est la politique occidentale. L'alternance n'est pas dans les gènes des Africains. Et pour préserver le chaos, c'était la première alternance pacifique de toute l'histoire de la République qui a donné des leçons à toute l'Afrique. Excusez-moi. Il fallait quand même une politique d'accompagnement.
On ne veut pas rester dans la gloriole de non, l'alternance. L'alternance doit être accompagnée des accords. Je m'excuse, je parle des dessous des cartes qu'on ne communique pas, mais qui n'ont rien d'immoral. Il faut une politique qui va accompagner cette alternance-là. D'une part, nous sommes dans un État, excusez-moi de le dire, qui n'est pas de droit. Nous nous efforçons. C'est qu'il y a des acteurs politiques qui, naturellement, doivent répondre de leurs actes devant la justice, alors que cette justice est corrompue. Et comment on va devoir sauver la donne? La justice était déjà corrompue. Il y a des acteurs liés à un régime. Il y a un autre régime qui va venir. Il y a des gens qu'on va pousser du régime passé. Je m'excuse, il faut discuter de ces questions. Mais ce que je trouve inopportun, c'est le fait que nous sommes en 2023, focus sur les élections de décembre, mais on nous ramène sur une polémique, je pèse mes mots, sur une polémique qui n'a rien à voir avec le SMIC, qui n'a rien à voir avec la pacification de la partie de la République, qui n'a rien à voir avec la situation liée au chômage, qui n'a rien à voir avec l'électrification. L'électricité que nous étions en train de fournir à l'Afrique du Sud, ça n'existe plus. C'est qu'il y a des questions évidentes de la République. Et comme nous sommes en 2023, vous voulez qu'une question liée à la crédibilité des élections de 2018 soit remise sur table. Aussi pour chuter. D'accord. Peut-être que M. Corneille Nangaa, beaucoup de respect, pense qu'il est en train de jeter de l'opprobre sur le régime de Félix Tshisekedi. Mais il est en train de jeter de l'opprobre sur le régime Kabila. D'accord. Parce qu'à cette époque-là, Joseph Kabila était président de la République. D'accord. Félix Tshisekedi n'avait pas encore officiellement le pouvoir. Corneille Nangaa devait être indépendant. C'est que s'il dit qu'il y a eu un accord, qui l'a proposé? Excusez-moi de le dire. C'est que s'il pense qu'il est en train de jeter l'opprobre sur l'union sacrée, s'il pense qu'il discrédite Félix Tshisekedi, non. Il discrédite le régime passé parce que cette époque-là, Félix Tshisekedi n'avait rien comme pouvoir de proposer un accord de stabilité. D'accord. Et aussi pour chuter, je m'excuse, la question était cruciale. Okay. Il dit dans sa lettre que Danger était co-rédacteur. Mais excusez-moi, c'est un sacrilège, c'est une haute trahison. Comment vous, animateur d'une institution indépendante, apolitique, pouvez être co-débatteur d'un accord politique? Bon, là, on veut savoir qui doit donner les leçons à qui. Raison pour laquelle je vous avais demandé, est-ce que vous êtes sûr que les résultats des élections ne seront pas tronqués, ne seront pas... L'histoire nous sert à cerner le passé, comprendre le présent. Parce que si Nangaa dit que c'est grâce à cet accord que Félix Tshisekedi est devenu président de la République, ça veut dire qu'on n'a pas tenu compte de la vérité des urnes qui réclamait Martin Fayulu. Alors, êtes-vous sûr que cette fois-ci, on ne va pas assister à ce genre de pugilat communicationnel? Cette déclaration, elle est polémique, elle est conflictogène et aussi elle est obscurantiste. C'est une déclaration liée à l'obsolescence. Alors, par rapport à votre question, naturellement, je répondais. Mais cette divulgation doit nous servir. Parce que vous avez dit, est-ce que les élections de décembre 2023 seront-elles crédibles? L'histoire, comme je disais, nous aide à comprendre le passé, à connaître le passé, comprendre le présent et préparer l'avenir. C'est que ce que Corneille Nangaa a fait, il s'est comporté en historien. Il nous a narré une histoire, mais qui nous permet, on ne va pas seulement dire, non, la question n'est pas de l'actualité. Non, mais ça nous permet de comprendre, ah, si c'était passé, ok, monsieur de comprendre Jérémy, le présent et à l'avenir, on va faire frein à toute fraude électorale. D'accord, parlons du retrait de la MONUSCO. Je crois que dans votre offre politique, que comptez-vous faire pour rétablir la paix dans l'Est du pays? Parce que le gouvernement a dit après 25 ans, la MONUSCO n'a pas été capable de rétablir la paix dans l'Est et demande son retrait accéléré à la fin de cette année. Vous êtes de cet avis ou parce qu'il y a certaines grandes puissances qui s'opposent à ça, à l'instar des États-Unis, qui pensent que le départ de la MONUSCO va exacerber, n'est-ce pas, l'insécurité dans l'Est du pays. Quelle est votre position personnellement, pas la position du Nouvel Élan, mais votre position personnelle par rapport au retrait de la MONUSCO avant que l'on termine? Ma position personnelle, c'est que nous n'avons pas besoin des leçons des États-Unis sur des questions de souveraineté nationale. Ah ben, ce que disent les États-Unis, les Nations Unies s'alignent derrière ça. C'est ça, ça la crainte. Voilà pourquoi, au niveau de la 78e session de l'Assemblée générale, il y a eu des motions selon lesquelles il faut repenser l'action de l'ONU. On sent que l'ONU, même par rapport à sa création, après la mort de la SDN en 1945,
l'ONU profite aux grandes puissances économiques et l'Afrique comprend que l'ONU et toutes ces institutions des Bretton Woods, le FMI, la BAD et le reste, doivent être repensées. Dans le cas contraire, les États d'Afrique vont devoir jeter l'éponge. C'est qu'on n'a pas besoin de la posture des États-Unis par rapport à la position de la MONUSCO. Nous sommes souverains. Et j'ai été bouleversé de voir Mme Bintou Keïta, qui est chef d'ailleurs de la MONUSCO en RDC, demander à cesser le feu. La MONUSCO est suréquipée aussi en armement. Si les armes de la MONUSCO vont nous servir à créer des zones tampons, à ne pas être à l'offensive, pour mettre fin à des exactions de la présidence de la République, cette MONUSCO ne nous sert à rien. Parce que et le gouvernement congolais, et les tripartistes qu'on a connus, les accords de Nairobi, les accords de Luanda, et la MONUSCO, nous sommes tous dans des ultimatums. Mais M. Jérémy, j'aurais voulu que la MONUSCO parte si peut-être le bilan de l'EAC était positif. Mais non. Et l'EAC, le bilan est mitigé. D'accord. Et vous permettez de demander à la MONUSCO de partir. Êtes-vous sûr que l'armée congolaise sera capable de rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique? Mais je pense qu'au Ce n'est pas un Niger... risque qu'on est en train de prendre. Non, je pense qu'au Niger, c'est parce qu'on n'a pas cru en l'armée nigérienne qu'il y a eu le putsch. Ne sapons pas l'image de l'armée, nous risquons de créer des dégâts. D'accord. Ne disons pas que l'armée congolaise ne peut pas, appelons d'autres armées. L'armée sera frustrée et l'armée va se lever contre nous. Nous devons croire, raison pour laquelle le gouvernement a augmenté les budgets. Ils sont passés de 160 quelques millions à $1 milliard américains. Il le faut. Il faut donner de la confiance à l'armée congolaise. Raison pour laquelle nous avons, dans notre offre politique, personnellement aussi offre politique, nous avons voulu autonomiser l'armée, l'équiper, la suréquiper même. C'est l'armée qui va redonner la souveraineté de la République. EAC, MONUSCO, SADC en vue et le reste, les problèmes des Congolais doivent être résolus par les Congolais. Ce n'est pas un organisme international sous-régional. Nous savons comment ça se passe. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est que quand vous êtes en sécurité, il y a toujours une contrepartie. Ce sont des dessous des cartes. C'est que les problèmes des Congolais seront résolus de manière viscérale que par les Congolais. C'est que nous, c'est vrai, nous sommes dans des coopérations, il le faut. La situation de l'Est avec les ADF et les FDLR est régionalisée, c'est une évidence. Mais d'abord, notre armée doit être une armée forte, une armée équipée et une armée qui a la confiance et du peuple et du gouvernement. Alors, c'est le dernier sujet avant que l'on boucle cette émission, c'est l'examen et l'adoption du projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Évidemment. 16 milliards. D'accord. Je crois qu'il n'y a pas mieux que ça dans le Congo depuis l'histoire, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, en 2001, le budget était de 66... Je vous en prie, mais je ne voudrais pas verser dans le populisme ou dans l'émotion. Ceux-là de l'Union sacrée vont dire qu'il n'y a pas mieux que lui. Mais je pense que la République évolue. Quand on sera en 2030, 2050... C'est la première fois qu'un Premier ministre répond aux questions des élus le même jour. Ouais, je m'excuse. C'est une même famille politique, hein, excusez-moi de le dire. C'est l'Union sacrée. Vous voulez dire qu'il avait eu des questionnaires bien avant? Non, pas dans ce sens. C'est que tous sont dans le présidium de l'Union sacrée. On attend qu'ils battent campagne pour le président de la République. Dans les présidiums de l'Union sacrée, il y a le président Bosso, il y a le Premier ministre. Je m'excuse de le dire, c'est que le contrôle parlementaire a beaucoup souffert dernièrement, excusez-moi. C'est qu'il y a cette confrérie, cette coterie, mais c'est polémique. Seulement, nous félicitons le gouvernement pour 8 milliards en 2018, 16 milliards en 2023, c'est une évidence. Il y a même de ceux-là qui envisageaient 24 milliards, c'est une évidence. Mais je vous ai dit, si nous étions dans l'Union sacrée, on dirait que c'est une première. On va quitter les émotions politiques. En 2001, Kabila a trouvé le budget à 66 millions de dollars américains. Vous voyez, de 2001 à 2008, en 2008, il a été élevé à 800 millions, je vous fais de Mouzito. Et nous, quand nous étions là de 800 millions, on l'a quintuplé à 3,5 milliards. Arrivé en 2018, il y a eu un frein, hein, entre 2012 et 2018, sincèrement. Le budget, Kabila l'a laissé à 4 milliards. Non, plutôt, 8 milliards. 8 milliards. En 2018, on parle de 66 millions à 8 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. 2 quinquennats après, on sera à 30 milliards, 40 milliards. Parce que la République progresse. C'est que nous reconnaissons les mérites du gouvernement actuel, mais nous savons d'où nous venons. Et dans cette gloire de la progression du crédit budgétaire, nous avons une partition importante en tant que nouvel élan. C'est nous qui avons amené les budgets aux milliards. Alors, si on doit rester dans le fait de se glorifier, on l'a trouvé à 800 millions. Nous sommes les seuls qui aient fait en sorte que la loi financière passe des millions aux milliards.
On n'est pas dans la gloriole, la République évolue. Félicitations au gouvernement, mais je pense que 16 milliards pour 96 millions d'habitants, ça ne représente rien. Pour chuter, il nous faut un budget de 900 milliards de dollars pour atteindre le seuil des États sous-développés. C'est que nous sommes encore très loin de tout ça. D'accord. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui avait reçu M. Jérémy Av, il est fédéral du Nouvel Élan au Katanga. Merci M. Jérémy d'être venu. Mesdames, Messieurs, bonne évasion sur Congo Base Télévision. On se retrouve à la prochaine occasion.